chers compatriotes, le Congo traverse des moments particulièrement difficiles. Il échoit à la classe politique en général, à la résistance congolaise en particulier, et à tous ceux qui ne peuvent plus supporter le ras-le-bol d'en étudier les différentes voies de sortie et d'en esquisser les modalités pratiques tant de leur élaboration que de leur mise en œuvre. Issu d'un coup d'État violent, le pouvoir se heurte à la désobéissance civile et s'enlise dans la répression sanglante des populations et à la limitation des libertés. Le peuple est trahi et abusé. Une économie agonisante, une précarité avancée, des tensions sociales exacerbées, des élections scélérates, organisées furtivement et en violation flagrante des règles combinées de la bonne gouvernance et de la transparence, plutôt que d'apporter l'embellie souhaitée, contribue à polluer le paysage politique et à susciter la méfiance. La situation du pôle, foudroyée par des forces obscures, la masse des civils fouille sur les routes, sans gîte, sans ravitaillement d'aucune sorte, sans mitraillés par l'aviation des imposteurs, celle d'une soldatesque barbare et criminelle. Les populations agressées ne savent à quel sein se vouer. Aussi, devant une amertume grandissante et le refus de se résigner, malgré la délicatesse des enjeux et les risques gravissimes auxquels le peuple s'expose, celui-ci prend la résolution de se défendre, d'accord de mourir, si telle est la rançon à payer. L'espérance doit-elle disparaître et devrait-on considérer l'humiliation comme définitivement consommée? Non. A pensé le peuple, et le pense-t-il toujours. Les mêmes moyens qui le contraignent à l'exil, les mêmes moyens qui le contraignent à l'errance, ne peuvent-ils pas faire venir un jour sa réhabilitation? Bien que seul et abandonné par la communauté internationale, il croit en un ressaisissement, même tardif, de cette dernière, mais surtout en sa propre force, celle de sa sauvage représentation. Assez de subir les événements sans pouvoir les diriger, ni même les infléchir. La résolution est sans équivoque. Il faut réagir. Sa mise en œuvre requiert des hommes et des actions. Mes chers compatriotes, les partis politiques les plus représentatifs du Congo ont appelé, tout le monde le sait, au boycott et à la non-participation aux élections et aux différentes consultations, considérant illégales et illégitimes des élections du 20 mars 2016, organisées contre le cours normal des choses, par un pouvoir illégal et illégitime issu du coup d'État de juin 1997. Ici, le président de la République, se référant à sa seule conscience et à la raison d'État, fait emprisonner et détenir qui bon lui semble, innocenté sans autre forme de procès, s'est protégé. Au Congo, aucune lutte crédible n'est menée contre les privilèges, la corruption, le népotisme, le clanisme, les viols, le gaspillage et les crimes gratuits. Les partis politiques ont donc du pain sur la planche. Ils doivent donner au peuple la preuve qu'ils sont des associations politiques, non pas pour eux-mêmes, pour ce qu'elles sont, mais avant tout pour le pays et pour les populations dont ils sont censés représenter fidèlement l'expression. Trop de taupes dans les rangs. Il est temps de les clarifier et de les disposer en position de combat sur la base d'un large rassemblement des forces patriotiques en intégrant l'idée que notre action n'a point de borne. Au-delà des soubresauts, de la conjoncture, tenant compte du caractère extensible de nos opérations, nous devons aiguiser notre désir d'avancer et affermir notre ambition d'agir. Il incombe aux partis d'engager le pays dans la voie
de la nouvelle civilisation, celle que nous vivons moralement, intellectuellement, politiquement. L'environnement immédiat nous l'impose et le mouvement mondial de l'internationalisation de l'économie en vue d'une intégration assumée nous interpelle en y obligeant. Il faut rendre à la politique la noblesse de son projet et le pittoresque de son utopie, c'est cela la vie. Sans rêve, point d'avenir, et impossible devient l'anticipation. Pas d'anticipation, point de progrès, et pas de progrès, point de création. Pas de création, point d'innovation. Les partis politiques doivent savoir pourquoi ils ont choisi de faire la politique, les risques auxquels ils s'exposent en acceptant de la faire. Comment la faire et avec qui? Contre qui et avec qui? Contre des individus, personnes physiques et ou morales, ou pour la défense des idées selon eux justes, l'affirmation des convictions et des valeurs contre les stéréotypes et les clichés, les idées surannées, les extrémismes et les intégrismes de tous bords. Nous avons la chance d'avoir un peuple qui n'est ni un danger d'anarchie et de violence incontrôlée, ni un monde fermé au changement et ouvert aux aspirations économiques rétrogrades. Notre peuple est essentiellement accessible aux séductions du beau et du juste, c'est-à-dire à la modernité. Il ne manque donc pas aux politiques la matière pour faire la bonne politique et aux intellectuels des sujets pour un travail personnel, d'équipe et en laboratoire. Sans un discours cohérent, pertinent et en phase avec la volonté du peuple, rien de durable ne peut être entrepris. Le réveil des politiques dépend avant tout de la fidélité et du contenu de leurs engagements auprès et avec le peuple. Il leur échoit un discours clair, aboutissant à un projet crédible, pertinent, programmable, parfaitement circonscrit dans le temps et dans l'espace. Notre peuple, pourtant souffrant, ne mérite ni la pitié ni le monde. Il est un réservoir de valeurs et une chance inouïe de régénération. Il est la victime innocente de nos improvisations et de notre cupidité, le champ d'expérimentation d'une crapulerie sans borne. La crise des mentalités, qui est la conjonction de deux crises, l'une culturelle, dominée par la servilité et l'extraversion dans nos rapports au réseau et aux multinationales, l'autre de récession économique, caractérisée par la régression et une gestion de l'économie nationale empirique, fondamentalement et clanique, subsidiairement. Mes chers compatriotes, parce que notre volonté commune réside dans l'avènement d'une démocratie vraie et authentique, sachant par ailleurs que celle-ci n'est possible que grâce à l'action combinée des partis de progrès et à l'apport conscient de démocrates ayant une conscience citoyenne élevée quant à l'édification de la nouvelle cité. Nos pas doivent tous converger dans la direction d'une connaissance juste du terrain et d'une action concertée vers la réalisation d'une entreprise riche de son histoire et de ses attentes, confiante en son avenir. Tout mot dont souffre au quotidien le peuple congolais, dès lors fort de sa constitution de mars 1992, qui donne à la désobéissance civile contre quiconque prendrait le pouvoir par la force ou l'exercerait de façon tyrannique, une base légale. Le peuple congolais, suivant en cela l'exemple du peuple français sous l'occupation, a organisé la résistance qui n'est ni la rencontre d'événements fortuits, ni l'expression d'un militantisme aveugle. Elle est sans conteste l'attachement de tout un peuple à des valeurs universelles, de liberté,
de paix et de souveraineté nationale, contre l'exclusion, l'humiliation et la déchéance nationale pour plus de justice et d'équité. La résistance congolaise a-t-elle été à la hauteur de sa mission historique? C'est de ramener le Congo dans le concert des nations prospères et respectables. Elle-même n'en est pas convaincue. La communauté internationale, la première, a préféré la gestion de l'ambiguïté, en lieu et place de la transparence, du juste et du politiquement correct. Les États, se dit-on, civilisés, ont privilégié la raison d'État en affichant face à l'extermination d'un peuple sans défense conséquente un mépris digne des temps coloniaux. Jamais média, devant un cas de génocide déclaré, ne soit resté aussi impassible, aussi sourd-muet. D'une indifférence frisant la connivence. Serait-ce sur instruction de leurs gouvernements respectifs, et pour cause, ou par simple omission, ou parce que le cas était classé sans importance, et sur la base de quels éléments? La guerre du pétrole, à travers les réseaux et les appuis accordés aux fossoyeurs d'une Afrique à genoux, qu'on dit par ailleurs capable seulement de produire la médiocrité, est-elle commanditée par les barbares eux-mêmes ou par des donneurs de leçons qui, à l'instar des carnassiers, se nourrissent de sang humain par pions serviles interposés? L'Afrique a besoin d'un autre regard, celui d'un monde humble, respectueux de la personne humaine, en soi est capable de développer la compassion et un humanisme détaché de toute sournoiserie, de toute hypocrisie, surtout de la gloriole de ceux qui se croient les dieux sur terre. Mes chers compatriotes, les réseaux qui opèrent en Afrique sont nostalgiques du passé. Ils sont pour l'essentiel d'indécrottables taupes. Celles-ci tissent des gigantesques toiles d'araignée à travers le continent autour des hommes qui assurent ou qui ont vocation à en assurer la direction. L'Afrique ne leur doit-elle pas les décisions les plus hardies, notamment celles qui alimentent la guerre civile et organisent la précarité? Leur connivence avec les politiques internationales de développement et de l'occupation souvent brutale de l'espace géostratégique les insère dans un mouvement de changement continuel, précisément dans la structure de leur objectivité. Ils sont, à n'en point douter, des produits d'une époque historique déterminée, celle du néocolonialisme et d'une mondialisation impérialiste. La simultanéité des événements du même genre aux quatre coins du monde, exclusivement dans les pays du tiers-monde, leur proximité avec les réseaux et leur parrainage par les multinationales, leur contenu et leurs modalités procédurales sont de précieux indicateurs qui enlèvent aux confrontations sanglantes et insensées dont sont victimes des pays cibles leur caractère strictement national. Seul compte chez eux un acharnement bassement matériel et de positionnement politique, aux fins de légitimer l'usurpation et de consolider l'imposture. D'où le refus, par cette catégorie de personnes, de toute procédure de médiation pérenne et crédible, préconisant le débat contradictoire et permettant de rétablir le dialogue entre protagonistes et de donner ainsi sa chance au Congo. Les deux camps en conflit sont des instruments conscients ou pas d'une manipulation géniale conduite de main de maître par la mafia internationale. Comme vous le voyez, le complot est vaste. Il est avant tout la traduction en termes réels d'un concept, d'un immense piège à con. Une entreprise dont la mise en œuvre offre à ces dernières le fabuleux avantage de puiser gracieusement à la source dans les pays où elles opèrent des richesses énormes. Celles-ci génèrent contradictoirement des tensions meurtrières dans les pays pourvoyeurs et font le bonheur de leurs économies respectives. Relevant le fait et créant ensemble les conditions de notre remise en cause collective. Arrêtons de subordonner le devenir de notre pays
et l'avenir d'un peuple à la vile satisfaction de nos seuls intérêts, pour le moins égoïstes. Devenons ces artistes qui feraient feu de tout bois pour honorer la mémoire de leurs morts, victimes de la trahison de leurs concitoyens et de la traîtrise de leurs supposés représentants. N'est-ce pas que l'impétuosité du mouvement dépend pour une large part de la force de l'organisation et de sa capacité à faire mouvoir les troupes d'une part, de la justesse de sa cause, la diligence et l'efficacité de sa direction, ainsi que la fluidité structurelle de ses mécanismes de fonctionnement et de ses rouages opérationnels. Mes chers compatriotes, ensemble, refusons d'anticiper le deuil, de nous laisser abattre par le pire. Considérons toutes ces pesanteurs comme surmontables, agissant de sorte que, par le travail et la poursuite du progrès, toutes ces vicissitudes soient perçues un jour comme avoir été vécues, vaincues, oubliées. Nous ne serions pas le premier peuple à y accéder. C'est au-delà de toutes les contraintes, de tous les obstacles et de toutes les impossibilités, une œuvre bien à notre portée. Pour que nous ne manquions de courage et que nous acceptions d'affronter ce face-à-face avec nous-mêmes. Face-à-face auquel nous convie si généreusement le progrès, lequel, pour être inédit et fugitif, n'en est pas moins accessible, émancipateur et digne d'intérêt. Enfin, donnons-nous les moyens et les raisons de combattre le mal, en soi et hors de soi, en nous et hors de nous, pour ne pas baisser les bras devant le crime, les déviations, les déformations et l'imposture, bref, devant le pire. Allons tous ensemble, inexorablement, à la modernité, perçue comme le lot spirituel presque obligé des sociétés laïques et démocratiques. Pensons-y. Assumons-la et faisons-en surgir davantage de lumière, de bonheur, en nous appuyant sur plus de sagesse, plus de patriotisme et de civisme pour une démocratie et une république ressuscitée, un État authentiquement de droit dans une Afrique des nations, au mieux des États-Unis. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année, que 2017 soit une année de libération totale. Je vous remercie.